Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la webconférence Micro-entreprise ou société, quel statut choisir? Elle est organisée aujourd'hui en partenariat avec Swappen. L'ADI organise de façon régulière des webconférences avec des partenaires ou des bénévoles de l'ADI. Et voilà, je suis Adélaïde. Je suis chargée de projet développement à l'ADI. Alors l'ADI, je ne sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors l'ADI, c'est une association reconnue d'utilité publique qui défend l'idée que chacun peut entreprendre s'il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel et personnalisé. Nos valeurs sont fondées sur la confiance, la solidarité et aussi la responsabilité. Et c'est dans le cadre de ce pilier qu'on a l'accompagnement que nous proposons régulièrement des webconférences. Alors, nous sommes 1200 bénévoles à travers la France et environ 800 salariés. Et nous sommes présents sur tout le territoire à travers 180 agences et aussi plus de 300 permanences. Alors aujourd'hui, nous accueillons Lucie, qui est chargée de création d'entreprise chez Swappen. Donc c'est elle qui va vous présenter cette webconférence sur le choix du statut juridique entre micro-entreprise et société, vous expliquer comment est-ce qu'on détermine son statut. Alors cette webconférence, elle va durer environ 1 heure. Elle sera enregistrée et diffusée sur la chaîne YouTube de l'ADI. Vous pouvez vous poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. On y répondra. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne participation, une bonne conférence à tous. Parfait. Du coup, je prends le relais d'Adélaïde. Déjà, je souhaite remercier l'ADI pour cette invitation aujourd'hui pour ce webinaire qui effectivement concerne le thème de la micro-entreprise aux sociétés, comment choisir son statut. Alors, pour me présenter rapidement, moi, je m'appelle Lucie. Ça va faire bientôt 4 ans que j'accompagne des créateurs au quotidien. Et donc, chez Swappen, on se retrouve au niveau des valeurs de l'ADI, tout simplement parce que nous, notre objectif est tout simplement de rendre l'entrepreneuriat le plus accessible possible. Alors, ce webinaire aujourd'hui, il va tout simplement se dérouler en 3 parties. Dans un premier temps, on va aborder la structure du projet. Une fois qu'on aura la structure du projet, on pourra effectivement aborder les différents statuts qui sont possibles quand on souhaite se lancer. Et on terminera par les étapes de création. Voilà pour le programme du jour. Je vous invite à nous poser des questions tout au long de ce webinaire dans la zone de chat. Je pourrai y répondre au fur et à mesure. N'hésitez pas, si jamais quelque chose n'est pas clair, je peux revenir dessus sans problème. On sait qu'effectivement, se lancer, c'est quelque chose qui peut être assez complexe, surtout quand on n'y connaît rien du tout, et ce qui doit être le cas de bon nombre d'entre vous. Donc, on essaye de rendre le sujet de la création de société le plus abordable possible, en étant les plus pédagogues possible. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions tout au long. Alors, concernant notre première partie, la structure du projet. La structure du projet, c'est quelque chose qui va être très important pour que derrière, on puisse faire le choix du bon statut juridique. Parce que souvent, on va entendre « moi, je veux me lancer sur tel statut comme mon cousin ou mon ami ». La seule chose, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait un choix de statut, le statut qui était le bon pour notre ami n'est pas forcément le statut qui sera le plus avantageux pour nous. Et donc, pour qu'on puisse vous conseiller sur le statut qui est du moins le plus avantageux pour vous, il faut qu'on ait une idée de votre projet. Et donc, par structure du projet, on va entendre déjà dans un premier temps définir son projet et savoir quel type d'activité vous allez réaliser. Donc, ça passe effectivement par le domaine d'activité. Est-ce qu'on est plutôt dans un domaine d'achat-revente de marchandises, de prestation de services, que ce soit du BTP, du consulting? Ça, déjà, ça va nous donner des premières clés. Ensuite, savoir si cette création, vous allez la faire seule ou à plusieurs. Donc, est-ce que vous allez avoir des associés? Est-ce que vous allez avoir des employés? Ça, c'est aussi des clés qui vont nous permettre de vous orienter sur le statut le plus approprié. Également, quel va être le délai de création? Est-ce que c'est un projet qui est imminent ou c'est un projet qui va avoir lieu dans quelques mois, 1 an, 2 ans? Ça, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte.
Ensuite, très important, avoir une idée du chiffre d'affaires que vous comptez générer sur cette société. Ça va déjà nous donner une idée de savoir si c'est un projet qui va avoir un chiffre d'affaires conséquent, si c'est une activité principale, ou au contraire, c'est une activité en parallèle d'une activité que vous avez déjà en tant que salarié. Donc ça va pouvoir nous permettre de vous orienter aussi sur différents statuts. Pour avoir une idée de votre chiffre d'affaires, ce que vous pouvez mettre en place, c'est faire un business plan, un prévisionnel financier, une étude de marché. Ça va vous permettre d'avoir une idée de votre secteur d'activité et de savoir ce que vous allez aussi pouvoir potentiellement générer en termes de chiffre d'affaires et ce que vous attendez. Et ensuite, à prendre en compte la domiciliation. Savoir si vous allez avoir un local commercial, si vous allez domicilier chez vous à votre adresse personnelle ou vous allez passer par une société de domiciliation. Cette information, ça va surtout vous donner une idée par rapport aux frais que vous allez pouvoir avoir sur votre structure. Donc ça, c'est quelque chose de très important avant de se lancer sur le choix du statut juridique, c'est avoir une idée assez précise de son activité. Alors, je vous l'accorde, on va faire un business plan, un prévisionnel financier en amont. Vous ne générez potentiellement pas le chiffre d'affaires que vous attendiez ou au contraire, vous allez potentiellement l'exploser, ce que je vous souhaite. Bon, concrètement, c'est pour que vous ayez une idée et que vous puissiez aussi avoir une idée de ce que vous allez pouvoir générer, mais aussi des charges que vous allez pouvoir avoir. Parce que comme le disait Adélaïde, potentiellement, on va avoir des charges qui vont être assez élevées déjà dans un premier temps, surtout quand on se lance, parce qu'on a pas mal d'investissements à faire, et ça va vous donner déjà une idée de savoir si vous allez avoir besoin d'un prêt bancaire ou un prêt auprès effectivement de l'ADI qui propose aussi des financements. Et voilà, ça va vous donner déjà une idée sur ça. Et nous, ça va nous permettre de vous orienter aussi sur le statut qui sera le plus approprié. Autre chose à prendre en compte dans la structure du projet, c'est vos besoins personnels. Parce que certes, l'activité, ça compte beaucoup, mais il y a aussi votre situation personnelle, vos besoins personnels qui vont entrer en compte dans le choix de votre statut, parce que le choix du statut va avoir un impact sur votre business, mais aussi sur votre vie personnelle. Donc, par besoin personnel, on va entendre déjà de savoir si cette activité va être votre activité principale. Donc, il va falloir mettre en place une rémunération si vous n'avez pas d'autres revenus. Ou au contraire, vous êtes déjà salarié en parallèle, vous allez conserver cet emploi et c'est plutôt une activité secondaire. Donc ça, c'est une première chose très importante à savoir. Ensuite, quel va être votre objectif personnel? Est-ce qu'il va falloir mettre en place une rémunération mensuelle sur la structure? Est-ce qu'au contraire, pas besoin de rémunération mensuelle, plutôt des dividendes en fin d'année, en fonction des bénéfices qui seront générés sur la société? Ou est-ce que c'est une société qui est là pour faire du réinvestissement? Je veux générer du chiffre d'affaires, des bénéfices, et ces bénéfices-là, je souhaite tout réinvestir dans d'autres structures, dans l'immobilier, directement via la société. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc ça, c'est à savoir également pour s'orienter sur la bonne structure. Et dernière chose, c'est également connaître les aides dont vous avez le droit. Il y a plusieurs aides qui existent quand vous souhaitez créer votre société et il y en a notamment qui vont avoir un impact sur le choix du statut. Par exemple, je pense aux aides France Travail. Quand vous êtes inscrit à France Travail, donc c'est anciennement Pôle emploi, quand vous êtes inscrit à France Travail, vous touchez potentiellement, si vous en reste encore et si vous avez cotisé assez, vous touchez potentiellement des allocations. Donc, vous avez soit les ARE qui sont les allocations mensuelles, ou alors vous avez une autre aide qui concerne la création, la reprise d'activité, qui est l'ARCE. Vous pouvez bénéficier de l'une ou de l'autre. Bien sûr, elles ne sont pas cumulables, on est d'accord là-dessus. Et en fonction de l'aide choisie, on pourra vous orienter sur un statut plutôt qu'un autre. Par exemple, quand on touche les allocations mensuelles, la condition pour pouvoir en bénéficier, c'est de ne pas se rémunérer. Donc là, on verra juste après, mais il y a des statuts qui permettent de pouvoir en bénéficier à 100%. Au contraire, sur l'ARCE, là, pour le coup, c'est une somme que vous touchez en 2 fois, une fois à la création de votre société et une autre fois 6 mois plus tard. Et là, vous pouvez vous rémunérer. Donc, potentiellement, en fonction de votre situation personnelle, il y a des statuts qui peuvent être plus avantageux pour vous. Également, on a tout ce qui est prêt d'honneur, comme on l'a abordé, qui peuvent aussi vous permettre d'avoir des financements. Très bien. Alors, pour terminer cette première partie, ce qu'il faut bien prendre en compte avant de pouvoir vous conseiller sur le statut juridique, c'est connaître votre activité et également prendre en compte vos besoins personnels pour qu'on puisse vous orienter sur le statut qui sera le plus avantageux dans votre cas. Parfait. Je vois qu'on a eu quelques questions, effectivement. C'était ça.
Oui, Lucie, on a eu quelques questions. Alors, une première de Quentin sur, pour savoir si on pouvait passer par une société de domiciliation dans un pays de l'UE et exercer en France. Je ne sais pas si c'est Alors, un cas de figure auquel on peut répondre aussi comme ça, du tac au alors tac ou pas? nous, je sais que chez Swappen, on fait des créations de sociétés uniquement pour des sociétés où le siège social est en France. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de créer avec un siège social à l'étranger ou s'il faut au contraire créer une filiale. Ça, pour le coup, il faudrait se renseigner auprès d'un cabinet qui connaisse potentiellement les réglementations dans les autres pays. Je pense que ça va dépendre aussi du pays en question. Et potentiellement, ça serait plus avantageux de créer une société dans le pays en question. Là, il faut connaître les différents statuts dans chacun des pays. D'accord. Mais de manière générale, c'est vrai que les sièges sociaux sont plutôt situés en France. Merci. Alors, Roger, on a également, alors je pense que c'était plutôt une affirmation. Réinvestir ses bénéfices pour scaler son business et développer sa capacité d'autofinancement à terme. Oui, ça, c'est effectivement une des possibilités d'être en société. Et on peut aussi jouer entre rémunération et investissement avec la trésorerie qui restera. On verra ça justement dans la prochaine partie. Est-ce que quand je crée une entreprise de conciergerie, je peux en parallèle louer un appartement et faire un contrat avec le locataire pour le louer sur Airbnb en même temps? Je peux en parler de mon appartement. Alors, quand vous avez une société de conciergerie, concrètement, vous avez la possibilité de faire de la location, sous-location. Alors après, il faut voir, quand on crée une société, on a la possibilité de mettre une activité principale, ça peut être votre activité de conciergerie, et rajouter d'autres activités en activité secondaire. Pour avoir autant d'activités que vous souhaitez sur une société. Bon, après, ce qu'on conseille, c'est que ça reste cohérent quand même avec l'activité principale. Avoir une activité de restauration et de BTP dans la même société, ça n'a pas trop de sens. Mais bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres activités comme la location ou la sous-location. Je sais qu'en conciergerie, on a souvent des activités de sous-location en parallèle de l'activité de conciergerie. Hop. Alors, Michel, en tant que retraité, à quoi ai-je droit? Concrètement, quand vous êtes retraité, vous avez déjà votre rémunération pour la partie retraite. Donc ça, c'est aussi un cas qu'on verra juste après au niveau des statuts. Après, au niveau des aides, tout dépend aussi de la localité dans laquelle vous vous situez. Il faut vous renseigner auprès des instances locales s'il y a des aides particulières et aussi en fonction de votre domaine d'activité. Mais quand vous êtes retraité, normalement, vous ne touchez plus de France Travail. Vous pouvez bénéficier quand même de l'ACRE, qui est la réduction partielle des charges sociales la première année d'activité. Donc, quand on est en société, on l'a automatiquement, hormis si on en a déjà bénéficié. En micro-entreprise, là, pour le coup, il faut répondre à certaines conditions. Hop. Peut-on avoir une entreprise domiciliée en France, mais avoir le cœur de son activité? Oui, tout à fait. On peut avoir une société qui est domiciliée en France, mais par contre, avoir des clients à l'étranger. Ça pose aucun souci. Ça va juste avoir un impact au niveau de la facturation potentiellement de la TVA ou autre, mais ça, c'est la partie comptabilité qui s'en gérera. Mais vous pouvez totalement, vous pouvez totalement avoir une activité en France, enfin, moi, votre société en France, et travailler avec des clients à l'étranger. Ok. Alors, j'ai un numéro de SIRET en qualité de VDI. Je peux faire de la prestation de service en plus. Alors, VDI, normalement, c'est un statut assez particulier, donc il faudrait revoir effectivement quelle est votre activité exactement sur cette structure. Il faudrait revoir à ce niveau-là, mais je sais que VDI, c'est assez particulier au niveau de la structure, donc à voir si vous pouvez rajouter, ou pour moi, il faudra créer effectivement une autre structure pour pouvoir exercer dans la prestation de service. CFE et domiciliation d'entreprise, peut-on être exonéré de la CFE la première année? Cela dépend-il du choix de son statut? Alors oui, la CFE, vous pouvez en être exonéré la première année. Donc attention, c'est sur année civile. Ça ne dépend pas de la structure que vous choisissez. La CFE, c'est la seule taxe qu'on ne peut pas calculer, du moins que les cabinets comptables ne peuvent pas calculer en amont parce qu'elle prend énormément de choses en compte. Elles prennent à la fois la localisation, le nombre de sociétés qui est autour de votre société, votre chiffre d'affaires et plein d'autres variables. Donc, il n'y a que le centre des impôts qui peut calculer cette taxe-là. Normalement, vous en êtes exonéré la première année, hormis dans certaines zones où il y a des réglementations particulières, mais de manière générale, vous en êtes exonéré la première année.
Voilà pour Roger. Alors, à savoir que la CFE, je n'ai pas précisé, la CFE, c'est une taxe qui a lieu tous les ans au mois de décembre. Concrètement, ça s'appelle la cotisation foncière des entreprises. C'est un peu comme la taxe d'habitation des entreprises. J'ai un numéro de SIRET en tant que LMNP. Est-ce que je peux l'utiliser pour une activité de conseil? Alors, quand vous êtes en LMNP, vous êtes en entreprise individuelle. Pour pouvoir faire une activité de conseil, il va falloir rajouter cette activité. Donc, vous allez garder le même numéro de SIRET, mais votre numéro de SIRET rechangera pour l'activité de conseil. Et donc, vous pourrez faire de la prestation de service en tant que consultant, mais il faut rajouter cette activité. Lucie, je propose qu'on prenne la question d'Amira et après on passe à la suite. La question d'Amira, elle est en lien avec ce que vous évoquiez avant. Donc sa question, c'est sur est-ce qu'on perd ses droits au chômage lors de la création de micro-entreprises. Donc vous en avez parlé juste avant, peut-être que vous voulez Oui, ça réexpliquer. justement, je vais l'aborder dans la prochaine partie. Okay. Ça va effectivement dépendre du statut juridique que vous allez choisir. C'est pour ça que dans la partie précédente, on disait que les aides pouvaient effectivement avoir un impact aussi sur le choix du statut juridique. Ok, parfait. Donc, on passe à la prochaine partie qui concerne les différents statuts possibles. Premièrement, premier choix, vous pouvez avoir la micro-entreprise ou auto-entreprise. On entend souvent les deux noms. Les deux noms sont possibles. La micro-entreprise, il y a 3 règles principales. Vous avez 1, la création est gratuite et simple. En deuxième règle, il faut faire attention parce que vous avez des seuils de chiffre d'affaires et de TVA à respecter. Et en troisième, ça permet de débuter une activité et la tester. En fait, pour résumer, la micro-entreprise, c'est un statut qu'on va conseiller pour les personnes qui souhaitent tester une activité qui n'ont pas forcément de visibilité. Ce statut-là, il est très bien dans ce cadre-là parce que c'est un statut qu'on peut créer du jour au lendemain, mais aussi fermer du jour au lendemain sans frais si l'activité ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'on la conseille quand on souhaite tester une activité. C'est également un statut qui est ultra simplifié au niveau de la gestion parce que concrètement, vous allez payer des charges sociales et de l'imposition sur le revenu par rapport au chiffre d'affaires que vous allez générer. Donc, comme on peut voir à l'écran, ça va dépendre de votre domaine d'activité. Au niveau des charges sociales, en fonction de votre domaine, par exemple, si vous êtes dans l'achat-revente de marchandises, vous allez payer 12,3% par rapport à votre chiffre d'affaires. Au contraire, si vous êtes consultant, vous allez payer 24,8%. Voilà, donc très simple, vous prenez votre chiffre d'affaires et vous payez ces charges sociales par rapport au chiffre d'affaires. Pareil pour la partie imposition, c'est un statut qui a l'imposition sur le revenu, donc vous allez payer de l'imposition sur le revenu par rapport au chiffre d'affaires que vous allez générer. Sur ce chiffre d'affaires-là, vous allez quand même avoir un abattement en fonction de votre domaine d'activité. Imaginons, on est dans l'achat-revente de marchandises, vous allez avoir 71% d'abattement, donc vous payerez de l'imposition sur le revenu par rapport aux 29% restants. Voilà. Juste après, vous aurez une petite simulation pour comprendre un peu mieux au niveau des charges sociales et de l'imposition sur le revenu. Mais voilà pourquoi c'est un statut qu'on conseille pour les personnes qui souhaitent tester une activité, qui vont faire un petit chiffre d'affaires, ou alors qui, tout simplement, ont peu de visibilité, parce qu'on peut le créer et le fermer du jour au lendemain. Pas de frais de gestion particuliers parce qu'il y a juste à déclarer le chiffre d'affaires que vous générez. Par contre, attention, c'est un statut qui peut très rapidement avoir ses limites parce que concrètement, vous allez tout payer par rapport au chiffre d'affaires que vous générez et donc il n'y a pas de possibilité d'optimisation. On ne peut pas déduire de charges au réel. Donc, une activité où vous allez avoir beaucoup de charges liées à votre activité, la micro-entreprise ne sera pas le statut le plus adapté. Si vous prévoyez de faire un chiffre d'affaires conséquent, il faut savoir qu'il y a des seuils, pareil, en fonction de votre domaine d'activité. Si vous dépassez ces seuils-là, une année et 2 années consécutives, vous passez automatiquement sous un autre statut. Donc, très bien pour débuter quand on n'a pas forcément de visibilité, mais pas forcément adapté quand on va faire un chiffre d'affaires important et surtout quand on a beaucoup de charges. Par exemple, quand on souhaite employer, la micro-entreprise n'est pas envisagée. Il vaut mieux prévoir un statut de société. Et donc, pour revenir à la question du coup d'Amira concernant la micro-entreprise et les allocations France Travail, les allocations mensuelles, ce statut-là, on dit qu'il n'est pas compatible avec les ARE. Pourquoi? C'est parce que pour pouvoir bénéficier des ARE, il ne faut pas se verser de rémunération. Or, en micro-entreprise, c'est votre chiffre d'affaires qui est considéré comme votre rémunération. Donc, concrètement, si un mois, vous déclarez que vous avez généré du chiffre d'affaires, ça sera considéré comme votre rémunération. Donc, ça va venir impacter votre allocation et la redécaler dans le temps. Imaginons que vous touchez 2 000 € de la part de France Travail mensuellement. Vous déclarez 1 000 € de chiffre d'affaires, et vous ne toucherez que 1 000 € de la part de France Travail.
Donc, c'est pour ça que les personnes qui sont généralement dans votre cas, qui touchent les ARE, ne partent pas sur la micro-entreprise parce que ça ne leur permet pas de bénéficier de la totalité de leur allocation mensuelle. Voilà pour ce statut-là. Alors, pour que ça soit un peu plus clair pour vous au niveau des cotisations, vous avez là un exemple précis à l'écran qui concerne un consultant, donc un prestataire de services intellectuels. Un consultant qui fait un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Vu qu'il est consultant et prestataire, les charges sociales sont de 24,8%. Donc, si on calcule 24,8% sur 50 000 euros, ça fait 12 400 euros de charges sociales à l'année. Ensuite, au niveau des charges fiscales, donc son imposition sur le revenu. Cette personne-là, avec 50 000 euros de chiffre d'affaires, elle va avoir un abattement de 34 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il y a 17 000 euros qui sont exonérés d'imposition. Donc, le total qui sera soumis sur son imposition sur le revenu personnel sera de 33 000 euros. Donc, pour une personne seule, sans enfant, qui n'a pas d'autres revenus en parallèle, qui a uniquement ces revenus-là, il y a une imposition sur le revenu qui est estimée à environ 2 075 euros. Donc, si on fait le calcul final, au niveau de la rémunération nette perçue, elle sera à 35 525 euros. Donc, si on prend les 50 000, qu'on retire les 12 400 et l'imposition sur le revenu. Voilà comment ça se passe. Bien sûr, les taux sont à appliquer en fonction de votre domaine d'activité et aussi de votre situation fiscale personnelle, parce que si vous avez déjà d'autres revenus en parallèle, la micro-entreprise peut effectivement vous faire dépasser rapidement des tranches d'imposition sur le revenu. On est d'accord, Lucie, que cet exemple du consultant, il s'appliquerait, on a une question qui porte sur une secrétaire indépendante, ça serait exactement c'est ce schéma-là qui s'appliquerait pour quelqu'un d'activité de secrétaire indépendante. Exactement. Oui, ces charges sociales-là pour une secrétaire indépendante, ça reste ce qu'on appelle de la prestation de services intellectuels. Ouais. C'est là où on différencie BIC et BNC. C'est un peu compliqué au niveau de la différenciation. Concrètement, tout ce qui est plus intellectuel, ça sera ces charges sociales-là. Ce qu'on a vu précédemment au niveau des prestations de services BIC, c'est plutôt tout ce qui est manuel, par exemple le BTP. Voilà. Mais ça, en fait, vous serez catégorisé par le greffe quand vous créerez votre micro-entreprise, tout simplement. Parfait. Donc, voilà la micro-entreprise. Ensuite, on a une autre possibilité qui est la société. La société, vous avez deux grands statuts. On a d'un côté la SASU, qui est aussi la SAS quand vous êtes plusieurs associés, c'est exactement le même statut, et de l'autre, le URL, qui est aussi la SARL, mais lorsque vous êtes plusieurs associés. Donc ça, ce sont les deux grands statuts de société. Quand on est en société, il y a 3 points clés. Premier point clé, c'est qu'on va créer une personne morale. Donc, qui dit création de personne morale va dire différenciation entre votre patrimoine personnel et celui de la société, ce qui va vous permettre de mettre à l'abri automatiquement votre patrimoine personnel. Votre responsabilité ne sera engagée que par rapport aux apports que vous aurez mis dans votre société. Donc ça, c'est la première chose et un point très important de la société. Deuxième point très important, on va pouvoir déduire toutes les charges liées à l'activité. C'est-à-dire qu'en société, à l'inverse de la micro-entreprise, c'est que là, on va avoir votre chiffre d'affaires, mais ce chiffre d'affaires-là, ce n'est pas par rapport à ça que vous allez payer des charges sociales ou de l'imposition sur le revenu. Là, on va pouvoir venir déduire à ce chiffre d'affaires-là toutes les charges qui sont liées à votre activité. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être effectivement l'achat de matières premières, l'achat de matériel informatique, tous vos abonnements, si vous êtes amené à vous déplacer, vos frais de déplacement, toute la partie également emploi, si vous comptez employer des personnes. Voilà, tout sera déductible de votre chiffre d'affaires, ce qui va vous permettre de payer des charges sociales et de l'impôt par rapport à ce que vous allez réellement toucher. Donc, c'est pour ça qu'on dit que quand on a beaucoup de charges liées à l'activité, la micro-entreprise n'est pas un statut qui est optimal. Et ensuite, troisième chose concernant les statuts de société, c'est que vous allez avoir la possibilité de vous développer. Il n'y aura pas de limite en termes de chiffre d'affaires. Vous pouvez faire le chiffre d'affaires que vous souhaitez. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous associer, ce qui n'est pas le cas en micro-entreprise, qui est un statut en votre nom propre. Voilà les 3 points clés. Donc ça, peu importe le statut de société sous lequel vous êtes, EURL, SARL, SASU, SAS, ces trois points clés marchent pour tous ces statuts-là. Par contre, en fonction du statut choisi, là, il va y avoir des différences.
Si on commence par la SASU SAS. La SASU SAS, concrètement, c'est un statut qu'on va conseiller pour les personnes qui ont déjà des revenus en parallèle. Donc, les personnes qui vont être salariées, les personnes qui touchent les allocations France Travail, donc mensuelles, les ARE, ou bien les personnes qui vont être retraitées. Pourquoi on conseille ce statut-là? Parce que ces personnes qui sont dans ces cas-là n'ont pas, généralement, bien sûr, il faut refaire le point avec ces personnes-là, mais généralement n'ont pas un besoin de rémunération mensuelle. Donc, ces personnes-là s'orientent plutôt sur la SASU SAS, parce que quand on ne se rémunère pas sous ce statut, il n'y a pas de minimum de charges sociales à payer. Ce qui permet d'éviter de payer des charges sociales en double, parce que quand vous avez déjà des revenus en parallèle, vous êtes déjà protégé sur la partie protection sociale, cotisation retraite. Donc, ça serait dommage de payer des charges sociales en doublon. Donc, ce statut permet de ne pas avoir de minimum de charges sociales. Et c'est également le statut le plus avantageux quand on souhaite se verser des dividendes. Les dividendes, concrètement, c'est un autre moyen de se verser de l'argent à titre personnel via sa structure, mais qui n'est pas mensuel, qui est plutôt chaque année au moment de la clôture, quand on va connaître vos bénéfices. Et donc là, ce statut-là, il est très avantageux parce que les dividendes sont peu taxés par rapport aux autres statuts. Ils sont taxés à 30%, à la flat tax, c'est le nom qui est porté à la taxe qui est appliquée sur les dividendes en SASU et SAS. Et dans ces 30% sont compris à la fois des prélèvements sociaux, mais aussi de l'imposition sur le revenu. Ce qui va permettre, lorsqu'on se verse ces dividendes, à ce que tout soit déjà payé. Une fois qu'on a payé ces 30%, on n'a plus rien d'autre à payer et les sommes qu'on se verse ne viennent pas s'ajouter à vos autres revenus. Donc, ça évite de dépasser des tranches d'imposition sur le revenu. Donc, c'est pour ça que ce statut il est très adapté pour les personnes qui ont déjà des revenus en parallèle. C'est un statut qui peut aussi, qui convient très bien aux personnes qui ont des soucis de santé. Pourquoi ça? C'est parce que quand on souhaite se verser une rémunération en SASU SAS, les charges sociales sont conséquentes. Il faut prévoir entre 75 à 80% de charges en fonction de votre situation. Donc, c'est des charges qui sont assez élevées. Pourquoi ces charges sont assez élevées? C'est parce que vous êtes rattaché au régime général, donc comme un salarié classique. Donc, vous avez le statut d'assimilé salarié. Vous cotisez à hauteur d'un salarié cadre en société. Donc, c'est pour ça que quand on a des soucis de santé, qu'il faut mettre en place une rémunération, il vaut mieux également être sous ce statut. Par contre, on va le voir juste après, si vous n'avez pas de soucis de santé et que vous avez besoin d'une rémunération mensuelle, là, la SASU SAS n'est pas le statut qui est le plus adapté parce que, comme on l'a vu, il faut prévoir des charges sociales qui sont assez conséquentes. Voilà. Voilà pour la SASU SAS concrètement. Alors là, on aborde des généralités. Bien sûr, il faut bien refaire le point sur votre situation pour savoir si c'est le statut qui convient. Mais voici les grands profils pour lesquels ce statut convient. Alors là, si on voit à l'écran, on est plutôt du coup dans le cadre d'une simulation pour une personne qui souhaite se verser uniquement des dividendes. Donc, pour que vous ayez une idée de combien combien vous aurez en générant 100 000 € de chiffre d'affaires en termes de dividendes. Donc là, on est dans le cadre d'une personne qui va générer 100 000 € de chiffre d'affaires. Elle a des charges liées à son activité à hauteur de 20 000 €, ce qui lui fait donc un bénéfice brut de 80 000 €. Sur ces 80 000 €, elle va payer de l'imposition sur les sociétés. Donc, l'imposition sur les sociétés, il se décompose en deux seuils. Vous avez un premier seuil de 15% jusqu'à 42 500 € de résultat. Tout ce qui dépasse va être imposé à 25%. Donc là, cette personne-là aurait un impôt sur les sociétés de 15 750 € parce qu'elle aurait 15% donc sur 42 500, ce qui donnerait 6 375, et 25% sur les 37 500 restants, ce qui donnerait 9 375. Donc, elle paierait cet impôt sur les sociétés. Ensuite, elle obtiendrait son bénéfice net, 64 250. À ce moment-là, avec ce bénéfice-là, elle a deux possibilités. Soit elle le laisse dans la société, à ce moment-là, plus rien à payer, soit elle peut se reverser à titre personnel. Et donc, si elle se le reverse à titre personnel, c'est ce qu'on appelle du versement de dividendes. Il faut donc payer la flat tax. 30% sur ces 64 000 €, ça ferait 19 000 €, 19 275, ce qui lui ferait un revenu net perçu dans sa poche après tout paiement de 44 975. Donc voilà pour que vous ayez une idée. J'espère que ça rend la chose un peu plus claire. Alors, j'ai vu qu'on avait eu quelques questions. Je ne sais pas si Adélaïde, tu avais vu des questions et qui étaient en lien. Oui, alors on a quelques questions qui sont en lien.
Typiquement, il y a une personne qui demande si quand on est en invalidité, on peut créer une société ou une micro-entreprise et est-ce qu'il faudrait privilégier, une SASU, SAS? Alors, les personnes en invalidité peuvent effectivement créer des sociétés. Alors après, tout dépend, de si vous êtes indemnisé par, l'AAH. Si vous êtes dans ce cadre-là, il faut refaire le point, avec cet organisme parce qu'effectivement, pour certaines personnes, des fois, c'est pas possible de créer une société en fonction de l'invalidité que vous avez. Tout dépend aussi du domaine d'activité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est reconfirmer avec l'AAH, voir si, même si vous créez une société, vous pourrez continuer à toucher votre indemnisation. Et dans ce cadre-là, voir quelles sont les conditions. Parce qu'en fonction de l'invalidité du domaine d'activité, on va avoir des conditions différentes. Donc, effectivement, la plupart des personnes peuvent créer une société, peu importe le statut. Après, c'est vrai que les personnes qui sont souvent dans ces cadres-là partent généralement sur plutôt un statut de SASU. Après, à voir effectivement quelle est votre situation personnelle. D'accord. On avait Marilyn qui demandait si quand on est en ARE, donc si quand on touche les aides de France Travail, est-ce qu'on a, et qu'on est proche de la retraite, est-ce que le statut le plus intéressant, ce serait la SASU et la SAS? Moi, c'est ce que j'ai compris de votre présentation, mais je vous laisse confirmer. Oui, tout à fait. Alors là, ce qu'il va falloir faire comme point, c'est savoir combien de temps d'allocation il reste encore à votre disposition. Du temps d'allocation restant, ça peut aussi avoir un impact sur le choix du statut, mais effectivement, généralement, le statut qui est le plus compatible avec les ARE, c'est vraiment la SASU, avec cette notion de non-rémunération où vous n'aurez pas de charges sociales à payer, et c'est également le statut le plus avantageux si vous souhaitez vous verser des dividendes à la fin de vos allocations. Si effectivement, à la fin de ces allocations France Travail, vous passez en statut de retraité, là, la SASU sera également certainement le statut le plus avantageux. Après, tout dépend également du chiffre d'affaires que vous comptez générer. Si vous comptez générer un chiffre d'affaires assez faible, des fois, la micro-entreprise peut être envisageable, même si ça vient impacter un peu votre ARE. Si vous faites un chiffre d'affaires faible, autant partir sur ce statut-là. Par contre, si vous commencez à avoir un chiffre d'affaires qui va être assez élevé, là, SASU et SAS, ça reste le plus compatible. Parfait. Je ne sais pas s'il y avait encore des questions en lien ou si je passe au dernier statut, puis on refait un point sur les dernières questions concernant tous les statuts. Alors, je pense qu'il y a peut-être... On peut passer à la suite et on fera les questions. Parfait. Alors, le dernier statut concernant les statuts de société, c'est le URL et SARL. Ce statut-là, c'est le statut pour les personnes qui souhaitent plutôt se verser une rémunération mensuelle parce que tout simplement, les charges sociales sont moins élevées. Tout à l'heure, on a vu qu'en SASU et SAS, on était plutôt sur 75% de charges sociales. Là, en EURL et SARL, on est sur 45% de charges sociales par rapport au salaire versé. Donc, c'est un statut qui convient très bien pour les personnes qui souhaitent se verser une rémunération mensuelle et qui n'ont pas de soucis de santé particuliers, parce que qui veut dire charges sociales moins élevées, dit protection et cotisation retraite moins élevées. En fait, c'est dû tout simplement parce que vous n'êtes pas rattaché au même régime. Là, en EURL et SARL, vous êtes considéré comme travailleur non salarié et rattaché à la sécurité sociale des indépendants. Donc, la protection ne sera pas la même. En fait, en EURL et SARL, vous allez pouvoir en parallèle vous faire une protection à la carte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir souscrire à des contrats en parallèle, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qu'on appelle des contrats malins, qui vont vous permettre d'augmenter l'aspect protection sociale et cotisation retraite. Par exemple, quelque chose dont souvent recours les clients qu'on accompagne, c'est tout simplement de souscrire à une prévoyance en parallèle de son statut de URL et SARL. Cette prévoyance, ça va permettre d'avoir une couverture en cas d'arrêt maladie, d'invalidité et de pouvoir toujours continuer à percevoir un salaire. Donc après, c'est vous qui choisissez les conditions, mais cette prévoyance-là, les frais liés à la prévoyance seront déductibles de votre société. Voilà, donc statut qui convient très bien pour les personnes qui souhaitent se rémunérer, qui n'ont pas de souci particulier, parce que ça permet de se verser une rémunération plus conséquente, parce que les charges sociales sont moins élevées. Voilà. Pour le URL et SARL, généralement, les personnes qu'on accompagne maximisent sur leur rémunération. Elles se versent dont elles ont besoin pour vivre convenablement. Et si elles font un chiffre d'affaires conséquent, le restant, elles le laissent dans la société et elles le réinvestissent. Elles placent cet argent-là directement via la société ou elles le réinvestissent directement dans l'immobilier. Voilà, pour faire fructifier l'argent qui reste dans la trésorerie de la société.
Donc ça, c'est effectivement souvent c'est souvent ce qui est fait sous ce statut. La rémunération, à savoir qu'elle est assez libre en EURL. Il n'y a pas besoin de mettre en place de fiche de paie comme sous le statut qu'on a vu précédemment. Il suffit de faire un virement de votre compte professionnel vers votre compte personnel. C'est quand vous le souhaitez et du montant que vous souhaitez. Donc, c'est pour ça que ça permet de pouvoir jouer en fonction de la trésorerie du chiffre d'affaires que vous encaissez tous les mois. Là, à l'écran, vous avez du coup une petite simulation pour imager ce que je viens de vous expliquer. Donc, même cas, chiffre d'affaires de 100 000 euros, des charges à hauteur de 20 000 euros, donc ce qui nous laisse 80 000 euros de disponibles. Là, c'est une personne qui souhaite se verser 4 000 euros par mois, donc 4 000 euros net avant impôt, d'accord? Donc 4 000 euros par mois, ça vous fait du 48 000 euros annuel. 45% de charges sociales par rapport à cette rémunération, ça vous fait 21 600. Donc, si on fait votre rémunération plus les charges sociales moins les 80 000 euros, on obtient des bénéfices bruts à hauteur de 10 400. Sur ces 10 400, comme en SASU, vous avez l'imposition sur les sociétés, vu qu'il vous reste ça en termes de bénéfices. Donc là, vous aurez uniquement 15% parce que vous ne dépassez pas les 42 500, donc ce qui ferait 1 560 euros d'imposition sur les sociétés. Et donc, en bénéfice net, 8 840 euros, qui seraient laissés dans la trésorerie pour pouvoir le réinvestir par la suite, ou parce qu'il y a des besoins de trésorerie sur les mois qui suivent, sur l'année qui suit. Donc, le net perçu, concrètement, sous ce statut-là, donc là, on ne parle que de la rémunération, parce qu'on laisse aussi de l'argent dans la société, sur ces 48 000 euros, si on enlève après l'imposition sur le revenu, parce que c'est des salaires que vous avez déclarés aussi à titre personnel, si on enlève l'imposition sur le revenu, on serait environ à 41 875. Alors, là, comme je vous l'ai dit, cette simulation-là, c'est pour une personne seule, sans enfant, avec pas d'autres revenus en parallèle. Si vous avez une situation fiscale qui diffère, vous pouvez avoir plus ou moins d'imposition sur le revenu. Et voilà pour que vous puissiez avoir une idée. Parfait. Alors, est-ce qu'on a des questions par rapport à cette nouvelle partie ? Alors, on a deux questions qui convergent un peu, qui sont en rapport, on va dire, avec plus la question générale du choix du type de structure. C'est la question du local et de la boutique physique. Si on a une boutique physique ou si on a un local, est-ce que la micro-entreprise, ça reste un bon choix ou est-ce qu'on a plutôt intérêt à s'orienter vers un autre type de statut ? Alors, généralement, les personnes qui se lancent dans des structures où il y a un local, une boutique physique, vont avoir des charges fixes qui vont être quand même assez élevées. Donc, ces personnes-là, elles s'orientent plutôt sur des statuts de société. Alors, après avoir le prévisionnel financier en fonction du chiffre d'affaires, bien sûr, qui sera généré, mais généralement, ce type de profil-là part plutôt sur un statut de société pour pouvoir justement déduire les charges liées au local ou à la structure, au magasin. Voilà. Pareil, quand on rachète un fonds de commerce, généralement, il y a beaucoup de frais pour un rachat de fonds de commerce. Donc, c'est pour ça aussi qu'on part sur un statut de société. D'accord, merci. Il y avait aussi quelque chose, peut-être un point d'éclaircissement pour la micro-entreprise. Si on n'a pas de bénéfices, est-ce qu'on paye quand même des charges en micro ? Alors, on ne parle pas vraiment de chiffre d'affaires. C'est ça. En fait, on ne parle pas vraiment de bénéfices en micro. C'est ça la problématique, c'est qu'on parle de chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires. Imaginons, vous faites 20 000 euros, mais à côté de ça, vous payez 25 000 euros de frais liés à l'activité. Vous paierez quand même des charges sociales et de l'impôt sur le revenu par rapport au chiffre d'affaires généré. C'est pour ça que ce n'est vraiment pas un statut qui correspondra à des personnes qui ont des charges liées à l'activité qui vont être élevées. Alors que là où on est en société, concrètement, on est sur un statut de SASU. On a 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais l'année-là, il y avait beaucoup d'investissements à faire. Je ne sais pas, il y a 55 000 euros ou 50 000 euros, on a autant de chiffre d'affaires que de charges. Votre résultat sera de 0, donc pas d'impôt dessus. Et pas de charge sociale parce que pas de rémunération. Voilà. Donc, c'est ça la problématique de la micro-entreprise, c'est qu'on ne parle pas de bénéfices, on parle de chiffre d'affaires. Oui. Donc, il faut vraiment regarder, quand on se lance, si on va avoir beaucoup de charges ou non. Et ça va être un des critères principaux. C'est ça. Chiffre d'affaires généré et charges liées à l'activité. Tout à fait. Tout à fait. À savoir qu'en fait, une micro-entreprise, c'est très bien quand on souhaite tester, parce que comme je vous l'ai dit, ça se crée très rapidement. On peut le fermer sans frais si ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de frais de gestion à prévoir. Une société,
forcément, ça implique plus d'obligations. On crée une personne morale, donc il y a quelques frais liés à la création, on en parlera juste après. Si on souhaite fermer une société, il faut la dissoudre et la liquider. C'est des formalités juridiques, il faut prévoir entre 1 000 et 1 500 euros. Et il y a également des frais de gestion à prévoir. Alors ça, les frais de gestion, tout dépend de l'activité, du domaine et de l'accompagnement que vous recherchez. Ça peut aller d'une trentaine d'euros à 100, voire 200, voire 300 euros en fonction de l'accompagnement que vous choisissez. Mais voilà, il y a des charges fixes sur une société qu'il faut aussi prévoir et plus d'obligations. Mais autrement, c'est un statut qui permet aussi beaucoup plus d'optimisation derrière. D'accord. Et juste une dernière question, pardon, avant de passer à la suite. On peut toujours se lancer en micro-entreprise pour tester, et si on s'aperçoit que le chiffre d'affaires est plus important que prévu ou que ça décolle bien, on peut changer facilement de statut. Il n'y a pas de... Tout à fait. Tout à fait. On peut changer de statut sans problématique. La seule chose, c'est quand on part sur un statut de micro-entreprise, on va être en nom propre. Donc, c'est-à-dire que le statut va porter notre nom et notre prénom. Si on veut passer sur un statut de société, donc là, sur une personne morale, il va falloir fermer cette micro-entreprise pour basculer sur un statut de société. Donc, alors, ça se fait très simplement. Il n'y a pas de problématique particulière. Il faut la fermer et rouvrir la société. La seule chose, c'est qu'on ne va pas conserver le même numéro de SIRET. Donc, le numéro d'identification va être modifié. C'est la seule chose, mais il y a beaucoup de personnes qui, quand elles ne sont pas sûres de leur activité, testent l'activité en micro-entreprise et au bout de quelques mois, quand elles voient que ça prend, enfin ça peut prendre un peu plus longtemps, elles rebasculent en société. Merci. Après, pour compléter, on peut aussi, par exemple, sur un statut de société, débuter sur un statut de SASU et rebasculer sur un statut de URL. C'est souvent le cas des personnes qui touchent les allocations France Travail. Elles débutent sur une SASU. Et après, à la fin de leurs allocations, rebasculent sur un statut de URL pour mettre en place une rémunération. La seule chose, c'est quand on passe d'un statut à un autre en société, il faut faire des modifications juridiques et il faut prévoir des frais. Il faut compter entre 1 000 et 2 000 euros pour passer d'un statut à un autre, mais qui souvent est largement gagné sur la rémunération après. Parfait. Est-ce qu'on avait du coup d'autres questions? Après, ça va être des questions plus spécifiques, peut-être ça va être plus délicat d'y répondre, Okay. Sans détails supplémentaires. D'accord. Bon, je passe à la prochaine partie qui concerne les étapes de création. Une fois qu'on a choisi son statut, qui est effectivement le plus approprié à son activité et à sa situation personnelle, il faut créer votre statut. Donc là, tout va dépendre de quel statut vous choisissez. Si on part sur une micro-entreprise, là, concrètement, vous avez juste à remplir un formulaire sur le site du guichet unique. Ça prend une trentaine de minutes et vous recevez votre numéro de SIRET sous 48 à 72 heures. Donc, vous avez juste à vous rendre, rendez-vous bien par contre sur le site du guichet unique, le site de l'État, parce qu'il y a d'autres prestataires qui proposent des accompagnements qui sont payants. Pour créer une micro-entreprise, il n'y a pas de frais, mais il y a cette création-là. Donc, vous pouvez le faire seul de votre côté. Par contre, si on crée une société, là, concrètement, il vaut effectivement mieux se faire accompagner parce que les démarches sont plus complexes. Quand on crée une société, on crée une personne morale, donc il faut prévoir des statuts. Il y a des CERFA à remplir sur, effectivement, également le site du guichet unique. Donc, le mieux, c'est de se faire accompagner. Nous, effectivement, chez Swapen, on propose effectivement cet accompagnement sur la création de la société qui va concerner toutes les étapes, de la rédaction des statuts jusqu'à ce que vous obteniez votre CABIS. Donc cet accompagnement, il va comprendre dans un premier temps le conseil, ensuite un rendez-vous de création, donc de prise d'informations sur les informations concernant votre société, comment vous souhaitez l'appeler, où vous souhaitez la domicilier, quel va être votre objet social, donc les activités que vous allez faire dans la société, quel capital vous souhaitez déposer. On verra ensemble les différents régimes fiscaux, TVA, régime d'imposition, et on va vous apporter du conseil sur ces aspects-là. Ensuite, vous recevez vos statuts sous 24 à 48 heures. Il faudra également réaliser votre dépôt du capital. Donc, le dépôt du capital, vous pourrez le faire auprès de notre notaire. On ne prend pas de frais dessus. Ensuite, le dossier sera envoyé auprès du greffe. Donc, une fois que vous aurez validé les statuts, réalisé le dépôt de capital. Au niveau des délais du greffe, il faut généralement compter 1 à 2 semaines. Ça va dépendre de votre zone géographique. Il y a des greffes qui sont plus rapides que d'autres pour recevoir votre CABIS. Et dès que vous avez reçu votre CABIS, vous pourrez débuter votre activité.
Alors, attention, il y a certaines activités qui sont considérées comme des activités réglementées, par exemple l'activité dans le domaine du BTP, de la restauration. Et là, il faudra également que la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc la CMA, valide votre dossier. Donc, ça prend quelques semaines en plus pour la validation. Voilà, donc nous, chez Swapen, on va vraiment vous accompagner sur toutes ces étapes-là pour vous permettre, vous, de vous concentrer totalement sur votre activité et de pouvoir gagner du temps également. Cet accompagnement, on l'offre, on ne prend pas d'honoraires dessus. La seule chose qui restera à votre charge, ce sont les frais de greffe et d'annonce légale, qui sont des frais obligatoires lorsqu'on souhaite créer une société. Ces frais-là, quand vous souhaitez créer une SASU ou une URL, il faut compter entre 230 et 250 €. Nous, on vous les avancera et on vous les refacturera à l'euro près. On ne prend aucune marge dessus. Voilà donc pour cette partie création de société. Si vous souhaitez, je sais qu'Adélaïde a dit qu'il y avait des questions qui étaient un peu plus personnelles, avec des cas précis. Ce que je vous conseille, c'est de prendre rendez-vous directement avec nous. C'est un rendez-vous qui est totalement gratuit, où un conseiller fera le point avec vous sur votre situation. Donc, on fera le point sur l'activité et également sur votre situation personnelle pour qu'on puisse vous orienter sur le statut qui sera le plus approprié. Donc, vous pouvez scanner le QR code qui est à l'écran et choisir le créneau qui vous convient. Et l'un d'entre nous fera un point effectivement avec vous et effectivement, on vous présentera l'accompagnement qu'on pourra vous proposer. Parfait. De mon côté, du coup, j'ai terminé cette présentation. Je ne sais pas si Adélaïde, il y a des points sur lesquels il faut qu'on revienne. Non, je pense qu'on a tout balayé. Ça me paraît, que c'était clair. Merci beaucoup, Lucie. Merci à tous. Alors peut-être juste une dernière question. J'avais dit que c'était fini. Une sur le moment du paiement des charges. Voilà, quel est l'échéancier selon qu'on soit en micro ou en SASU? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors effectivement, ça en fait va dépendre de votre statut. En fonction du statut, les charges sociales vont être à payer à des moments différents. La micro-entreprise, votre chiffre d'affaires, il va falloir le déclarer trimestriellement ou mensuellement et les charges sociales seront prélevées en fonction de ça. En SASU, vous êtes assimilé salarié. Donc, si vous vous rémunérez, il va falloir mettre en place des fiches de paie. Et donc, au niveau des prélèvements des charges sociales, ça se fera le mois suivant. Pareil pour l'imposition sur le revenu, ça sera du prélèvement à la source comme un salarié classique. Donc, plus simple au niveau de la gestion. EURL, là, c'est un peu différent. L'EURL, concrètement, c'est 45% de charges sociales, mais l'URSSAF n'a pas notion de suite du salaire que vous vous versez tous les mois, parce qu'il n'y a pas de fiche de paie. Donc, concrètement, notamment la première année d'activité, l'URSSAF va se baser sur leur propre barème, qui est très bas pour le coup, pour prélever les charges sociales qui se font de base, le prélèvement se fait de base trimestriellement. En fin d'année, quand vous allez faire votre déclaration d'imposition sur le revenu en fonction de ce que vous allez vous verser sur l'année en cours, ils vous feront un rappel de charge en fonction de cette déclaration-là. Okay. Ce qu'on conseille à nos clients, surtout la première année pour éviter une grosse régularisation, c'est d'estimer sur votre profil URSSAF le salaire que vous allez vous verser sur l'année. Voilà. Au plus proche du réel, bien sûr, pour que ces appels de cotisation se fassent aussi au plus proche du réel et que vous évitiez une grosse régularisation en fin d'année. Voilà. Donc, EURL de base trimestriellement, au bout d'un certain temps, vous pouvez aussi demander à être mensualisé pour le prélèvement des charges sociales. Parfait. Et alors, Roger qui demandait si en micro, ce qu'il en était des cotisations pour les trimestres de retraite, assurance maladie et réouverture des droits ARE, donc des droits au chômage. Alors, pour les droits au chômage en micro, on ne va pas en ouvrir. En revanche, on cotise pour les trimestres de retraite comme un indépendant. Tout à fait, tout à fait. Vous cotisez à la retraite. Alors après, c'est pareil, ça va dépendre de ce que vous allez générer en chiffre d'affaires parce qu'il faut avoir un minimum pour pouvoir cotiser à la retraite. Donc, c'est par rapport au plafond de la sécurité sociale. Il faut avoir un certain pourcentage. Mais effectivement, vous cotisez à la retraite et vous avez une protection sociale, bien sûr, par rapport au chiffre d'affaires que vous générez. Et pour compléter par rapport au droit France Travail, sous aucun statut de société, vous ne cotisez pour la partie France Travail. Voilà, que vous soyez en micro-entreprise ou en statut de société, vous n'avez pas de droit.
Même quand on est assimilé salarié, on l'est pour la sécurité sociale, pour l'assurance maladie, mais pas pour l'assurance chômage. Exactement, tout à fait. OK. Bon, merci beaucoup Lucie, c'était Avec très plaisir. clair et puis, merci à tous, pour votre participation. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas, Swappen, peut vous répondre, vous pouvez contacter Ladi. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour parler de vos projets. Bonne journée à Tout à tous. fait. Très bonne journée à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.